Avec la deuxième présentation faite par Chloé Pabert. Chloé, tu as la parole pour 20 minutes aussi. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais déjà essayer de partager mon écran correctement. Ok. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Très bien. Ok, super, merci. En fait, aujourd'hui, moi, je voudrais passer donc à un autre niveau d'observation, puisque donc, moi, je suis anthropologue et j'ai conduit une ethnographie, en fait, qui m'a amené à me questionner sur ces questions de genre. Donc, je vais d'abord vous dire dans quel ordre je vais m'y prendre. Donc, je vais d'abord vous présenter le contexte de la recherche et puis ensuite 3 parties pour cette présentation. Donc, d'abord, concernant le milieu donc des entreprises de jeux vidéo en Corée, qui est un milieu réputé masculin. Et puis ensuite, comment les femmes sont aux prises avec certains stéréotypes. Et enfin, la division genrée du travail. En fait, ça sera écho à plusieurs des présentations qu'on a vues jusqu'à présent, donc j'espère ne pas trop me répéter. Donc, en fait, cette recherche-là, elle s'inscrit dans un type d'approche du jeu vidéo qui passe par les concepteurs, puisque les approches du jeu vidéo portent en gros sur 3 domaines différents, soit les joueurs, soit les contenus, soit les concepteurs. Et donc, moi, j'ai choisi de m'intéresser aux concepteurs plus particulièrement parce qu'il y avait peu d'études disponibles au moment où j'ai commencé cette recherche, donc, en 2009. Et donc, j'ai fait une observation participante en langue pendant plusieurs mois à Séoul dans une entreprise qui était en fait une petite entreprise de jeux vidéo éducatifs qui avait été soutenue par le gouvernement, soutenue par des grandes entreprises aussi, des grands portails de jeux, et qui était primée en fait pour son caractère innovant. Donc, c'est une petite entreprise puisqu'elle comptait environ une quarantaine d'employés, ce qui correspond en fait à la moyenne des entreprises de jeux vidéo, enfin la moyenne des entreprises de ce secteur en Corée. Voilà. Donc, je vais commencer par préciser des éléments de contexte un petit peu larges. Donc, d'abord, en disant que, d'un point de vue très général, on constate que les joueurs ne sont pas spécialement dans les faits des hommes. Et il y a à peu près une équivalence en termes de nombre de joueurs. Donc, il y a autant de joueurs femmes que de joueurs hommes, plus ou moins. Mais qu'en fait, la perception du jeu vidéo comme étant un loisir plutôt masculin continue d'être présente. Et puis aussi, la perception donc, du monde des jeux vidéo, que ce soit le monde des loisirs et de représentation, ou bien le monde du travail du jeu vidéo. Donc, on a des tentatives de disqualification du jeu féminin, donc que ce soit les types de jeux pratiqués, ou bien les formes des pratiques, ou alors le temps passé sur le jeu. Donc, ces chiffres qui montrent qu'on a à peu près une parité dans le monde des joueurs, dans la masse des joueurs, elle est souvent questionnée, c'est-à-dire que les gens se disent que ce n'est pas normal et qu'il y a certainement des facteurs qui font que ces chiffres sont biaisés. Donc, notamment des arguments du type, certes, il y a des femmes qui jouent, mais elles jouent moins, ou alors elles ne jouent pas à des vrais jeux, ou bien elles ont des types de pratiques qui ne correspondent pas à un jeu. Par exemple, elles ne finissent pas les jeux, ou elles ont des usages du jeu qui ne sont pas les usages qui ont été pensés par les designers. Voilà. Donc, il y a ce discours-là, c'est important pour la suite, donc c'est pour ça que je voulais le mentionner ici. Donc, en fait, les pratiques vidéoludiques, elles sont hiérarchisées, à la fois donc, par les hommes qui vont chercher en fait, à s'approprier le jeu vidéo en rejetant les pratiques féminines du côté du non-jeu, et puis aussi par les femmes, dont certaines vont dire qu'en fait, elles ne jouent pas, mais elles jouent quand même. C'est-à-dire que quand on interroge certaines femmes en leur demandant si elles sont joueuses, elles vont dire non, moi je ne suis pas du tout joueuse de jeux vidéo. Donc on leur demande, mais est-ce que vous ne jouez jamais? Ah si, je joue quand même, mais je ne suis pas une joueuse.
Voilà, donc il y a aussi il y a ces deux aspects qui coexistent, hein. C'est pas simplement une tentative de disqualification qui relève simplement d'une logique masculine du tout. Voilà, donc il y a un caractère genré des pratiques qui est bien connu et bien documenté par la littérature. Il y a un caractère genré des contenus, notamment avec des caricatures et des stéréotypes, que ce soit d'un point de vue visuel, donc les personnages visuellement à quoi ils ressemblent, c'est ce qu'on a vu un petit peu avec les humains artificiels, et aussi du point de vue narratif, donc quel est le rôle des personnages féminins dans les fictions, dans les récits de jeux vidéo, notamment les figures de princesses en détresse ou ce genre de choses, des personnages qui sont généralement à aider, qui vont être majoritaires en fait dans les représentations de personnages féminins. Même si évidemment il y a des exceptions relativement nombreuses. Voilà, donc il y a aussi un caractère genré du processus de conception lui-même, et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Et donc, dans le milieu de l'industrie du jeu vidéo, on observe qu'en fait, les femmes sont en minorité. Alors, en Corée, les chiffres relèvent 27% de femmes dans ces entreprises. En France, on aurait 15%. Donc, les chiffres varient selon les années, bien sûr, et puis selon les sources. Donc, en gros, on a cette tendance-là qui incite à penser qu'en Corée, il y aurait en proportion un petit peu plus de femmes dans les entreprises de jeux. Il faut aussi avoir en tête, en ce qui concerne les éléments de contexte, que la Corée du Sud est championne des inégalités salariales en matière entre hommes et femmes. Donc, au sein de l'OCDE, en fait, elle arrive en tête, la Corée du Sud, avec presque 35% d'écart salarial. C'est très devant tous les autres pays. Voilà. Et puis aussi, donc, un autre élément de contexte important, c'est des tendances particulières du secteur de l'informatique qui va être systématiquement pensé comme une évidence. Donc, ça semble évident que les femmes sont minoritaires dans ce secteur informatique, alors qu'en fait, cette évidence-là, elle date manifestement plutôt des années 80, et qu'auparavant, on a une représentation des personnes de sexe féminin dans la programmation, dans les tâches en fait informatiques. Comme on a parlé tout à l'heure de la valorisation de certains secteurs et de sa masculinisation. Le secteur informatique ne fait pas exception. Donc, on a des explications naturalistes, on en a parlé un petit peu là, avec l'attribution de qualités masculines et féminines qui seraient plus ou moins compatibles avec ces nouvelles technologies. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis, on a des explications culturalistes, ce qui va m'intéresser du point de vue de l'anthropologie, avec des discours en Corée qui s'apparentent au discours de la survivance, c'est-à-dire qu'on aurait dans la période contemporaine des survivances d'une tradition coréenne liée au confucianisme. Donc, j'ai pris un exemple qui est les tablés du déjeuner, en fait, et qui est le premier exemple qui a surgi pendant mon terrain. C'est qu'en fait, à chaque fois, on cherchait, mes collègues masculins remuaient ciel et terre pour dénicher une femme qui pourrait venir déjeuner avec moi et eux le midi, parce que évidemment, je vais déjeuner avec mes collègues, hein, pour savoir en connaître un petit peu plus sur leur métier en mobilisant les moments de déjeuner. Et j'étais toujours très embarrassée puisqu'il leur manquait une femme. Donc, en fait, on ne peut pas, il n'était pas possible, il n'était pas envisageable qu'une femme seule, donc moi, soit intégrée à une tablée masculine, même si c'était dans le cadre du travail pendant le déjeuner. Donc, finalement, j'ai mis quelques jours à faire accepter cette situation-là, mais c'était une première dans l'entreprise. Donc, à partir du moment où on arrive à discuter un petit peu de cette question-là et que j'arrive à faire accepter ma présence, l'un de mes interlocuteurs m'explique, avec cette citation que je vous ai mise sur le PowerPoint, donc il dit « C'est seulement depuis les années 2000 que les choses ont vraiment changé en Corée. Avant, les femmes étaient réellement très peu considérées. Si l'épouse ne parvenait pas à enfanter, on pouvait même en changer parce que ce qui importait avant tout, c'était de perpétuer la lignée. Les hommes, c'était le ciel, les femmes, la terre. On ne mangeait même pas ensemble jusqu'à récemment. Cela semble loin, mais ça ne fait pas si longtemps que tout ça a changé.
Même quand nous étions enfants, je me rappelle que les hommes et les femmes prenaient les repas séparément. Et là, exemple à son voisin, tu t'en souviens. Certaines femmes devaient même respecter une certaine distance et rester en permanence quelques mètres en retrait derrière leur époux. Donc ici, mon interlocuteur fait vraiment référence à un temps passé dont il a l'expérience et le souvenir étant enfant. Donc, par cet extrait d'entretien, on voit qu'il y a une séparation de la société qui est affirmée par les individus et qui serait créée dès la formation de l'individu, c'est-à-dire pendant l'enfance, et puis ensuite pendant l'école, avec des filières scientifiques plutôt masculines et des filières littéraires plutôt féminines, et aussi, et surtout peut-être, avec l'expérience du service militaire qui est obligatoire en Corée et qui constitue un rite de passage extrêmement structurant pour la suite de la vie personnelle et professionnelle. Donc cette séparation de la société qui se fait dès la formation de l'individu se prolongerait, d'après le discours de mes interlocuteurs, dans le monde du travail. C'est un prolongement naturel dans le monde du travail et particulièrement dans certains milieux professionnels. Donc, ce prolongement-là se fait à la fois au niveau de l'activité elle-même, donc le travail lui-même, mais aussi tous les moments de sociabilité qui vont graviter autour de ce travail-là, qui relève des pauses, des déjeuners, des événements, notamment des repas d'affaires. Plutôt, devrais-je dire, des beuveries d'affaires, puisque c'est plutôt de ça dont il s'agit en Corée. La séparation de la société se prolonge donc aussi dans le monde des loisirs, c'est-à-dire qu'on a à cette période en Corée, donc en 2009, 2010 et 2011, l'idée que les hommes et les femmes ne sortent pas ensemble. Et en fait, on va essayer de garder cet affichage-là, cette illusion-là auprès de la famille, puisque en Corée, il est d'usage de rester vivre avec sa famille jusqu'au mariage et de quitter le cocon familial seulement au mariage. Donc, les opportunités de rencontrer des partenaires, en fait, sont masquées par des prétextes et par des stratégies de gommage, en fait, de ces relations qui ne devraient pas, en principe, exister entre les hommes et les femmes. Voilà, je ne peux pas rentrer dans le détail. Toujours est-il que la société est perçue comme séparée et que tous les mélanges vont, en fait, susciter des formes de gêne. Et que cette gêne-là, elle est intégrée comme étant une norme sociale, et une norme sociale dont mes interlocuteurs insistent pour dire qu'elle n'est pas une norme sociale internationale, ni même une norme sociale moderne, mais qu'elle relève de la Corée, et plus précisément donc d'une ancestralité, d'une tradition coréenne. Voilà. Donc en fait, moi, la question que je voulais aborder aussi de façon plus précise, c'était donc non seulement ces représentations des hommes, mais aussi les représentations des femmes et comment les femmes elles-mêmes s'arrangent dans le quotidien et un peu matériellement avec des stéréotypes qui sont encombrants. Donc, je vais vous donner un petit extrait de mon carnet de terrain. Donc, c'est un moment où, en 2010, l'entreprise est en train de chercher des nouveaux concepts pour son prochain jeu. Viennent de paraître des études qui montrent qu'il y a de plus en plus de femmes qui vont jouer et donc que le marché est de plus en plus intéressant et qu'il faut se saisir de ce marché. Donc, le PDG convoque une réunion avec 20 salariés et en particulier, il va essayer de réunir toutes les femmes de l'entreprise et notamment on a des femmes joueuses puisqu'évidemment, cette entreprise compte beaucoup de femmes qui jouent. Il invite d'abord les femmes à s'exprimer et avant même qu'elles aient pu, l'une ait pu ouvrir la bouche, il y a déjà plusieurs protestations de la part des collègues masculins qui disent mais en fait, est-ce que c'est vraiment un marché? Parce qu'il y a certainement des problèmes avec ces statistiques. Les statistiques sont certainement faussées. C'est pas possible que les femmes jouent autant. Parce que, je cite, les femmes n'aiment tout simplement pas les jeux. Donc, probablement qu'il y a des petits jeux casual qu'on joue dans le métro qui ont été pris en compte alors que ça ne devrait pas être pris en compte dans les jeux. Voilà, donc bref, le PDG dit non, ça c'est une autre affaire, on n'en discute pas. Il faut qu'on réfléchisse vraiment à un concept de jeu. Donc, l'une des femmes parvient à s'exprimer et donc, l'un des hommes, parvient à s'exprimer sur ce sujet particulier. Il dit qu'il existe un jeu, d'après lui, qu'il connaît bien et qui pourrait plaire aux femmes pour plusieurs raisons. Et là, donc, il y a une de ses collègues, une femme qui s'exprime et qui dit que, d'après elle, ce jeu-là, ça ne va pas plaire aux femmes
Et puis, c'est pas une bonne source d'inspiration parce qu'il n'y a pas assez d'action et il y a plein d'autres raisons. Donc, elle commence à lister les raisons et elle est interrompue une nouvelle fois par un collègue masculin qui dit non, mais celle-ci, il ne faut pas l'écouter parce qu'elle pense comme un homme. Donc, une autre collègue prend le relais et elle essaie un petit peu d'arrondir les angles en disant bon, c'est vrai, globalement, les femmes détestent tout ce qui est compliqué. Elles veulent que ça soit simple. Elles ne veulent pas avoir sans arrêt des compétences à acquérir pour avancer dans le jeu. Elles ne veulent pas que ce soit un fardeau, coup d'arme. Une femme va forcément se dire, je cite, je ne vais jamais y arriver. Elles vont préférer s'occuper d'un personnage ou d'un animal, par exemple. Donc le PDG lui demande, ok, donc il y a quoi comme jeu de ce genre-là? Et elle hésite, elle dit, ah, bah, tous ces trucs, vous savez, où on soigne un animal, on lui fait sa toilette, on le nourrit et tout ça, vous voyez, les noms ne me reviennent pas, je n'y joue pas. Moi non plus, c'est vrai, je n'ai pas des goûts de fille. Donc il y a un autre collègue qui essaie de résumer l'ensemble, il dit, ok, je vois, donc c'est comme les jeux d'enfants. Donc dès que les enfants sont tout petits, les garçons jouent à la bagarre et les filles, elles essaient de faire des maisons de poupées impeccables. Elles essaient de construire des petits mondes parfaits. Donc, le PDG récapitule. On pourrait dire que les femmes, en gros, aiment les activités minutieuses, du type décoration d'intérieur, ornementation. Je demande la confirmation à la jeune femme en la regardant. Elle est très embarrassée. Elle dit ah, oui, sûrement, en général, ça doit être le cas, j'imagine, puisque elle-même n'est pas une femme représentative. Donc, en fait, avec ce petit Il te exemple… reste 5 minutes si jamais. D'accord, merci. Avec ce petit exemple, on se rend compte qu'en fait, les femmes sont mobilisées dans cette entreprise comme des porte-parole du public féminin en général, qui est donc supposé homogène et surtout supposé fondamentalement autre. Donc, il y a vraiment cette figure de l'altérité qui est en permanence ramenée dans ces échanges. Et donc, il y a une autre gêne qui est liée au fait qu'on ne trouve personne dans l'entreprise pour correspondre à ce stéréotype qu'on essaie de ménager en même temps qu'on contribue à l'inventer. Donc, l'appartenance au genre féminin est mise en doute concernant ces femmes, puisqu'elles n'ont pas des goûts qui correspondent au stéréotype du jeu féminin. On se moque régulièrement d'elles parce qu'elles aiment le jeu vidéo ou alors parce qu'elles pratiquent le jeu vidéo comme des hommes. Donc, je ne vais pas vous donner cet exemple parce qu'on manque de temps, mais ça revient à chaque fois qu'une femme joue de façon compétitive et un petit peu agressive. Voilà. Donc, on a le discours de l'exception, alors que, de fait, au quotidien, on voit que ces pratiques sont relativement courantes. Donc, cette confrontation aux stéréotypes génère un embarras partagé par les hommes et les femmes. Donc, les femmes, elles sont amenées à valider, inventer, diffuser ces stéréotypes, et puis les hommes sont désemparés parce qu'ils n'ont pas de dialogue en fait avec l'idéal féminin qui se représente. Le dialogue se fait avec des femmes joueuses qui sont en fait des êtres hybrides, qui ne sont pas vraiment en appartenance à leur genre de principe. Donc, je passe rapidement à la dernière partie, je suis désolée, j'ai fait un petit peu long. Donc, la dernière partie porte sur la division genrée du travail, puisque dans l'entreprise, en fait, les femmes vont occuper des métiers qui sont peu qualifiés, les métiers de l'accueil, l'animation des personnages, ce genre d'animation, des effets spéciaux, ce genre de choses. Ce sont que des femmes jeunes, parce qu'en fait, c'est lié aux carrières courtes, dont mon collègue a parlé tout à l'heure, qui sont interrompues généralement par le mariage, suite auquel on arrête de travailler. Parmi les chefs d'équipe, donc il y a 7 équipes, on compte une seule femme, et puis elle dit que ses collègues prennent son travail à la légère. Elle dit qu'elle a envie d'aller travailler dans une autre entreprise parce qu'elle n'est pas prise au sérieux. En fait, ce qui est attendu des femmes dans cette entreprise et de façon générale dans le secteur du jeu vidéo, c'est qu'elles occupent des postes modestes, temporaires, qu'elles montrent leur inexpérience, leur fragilité, une certaine douceur et une certaine réserve, donc toutes ces qualités qui sont liées à la jeunesse. Et aussi, par ailleurs, qu'elle soit d'une compagnie agréable, qu'elle génère une forme de divertissement agréable, un atout en fait pour tout ce qui est sociabilité, relations au travail, etc. Tout ce qui est déviant, toutes les femmes qui ne correspondent pas à ces attitudes attendues, sont, je cite, effrayantes ou des monstres. Donc ces termes sont assez forts et en fait,
il montre que les femmes continuent d'être exclues dans une certaine, dans une structure qui est marquée par une forte division des tâches et par des préoccupations concernant la réputation, puisque les femmes ne doivent pas flirter, trop fréquenter les hommes dans des contextes dangereux comme ceux des beuveries, par exemple, ou même des déjeuners. Donc, on les met à l'écart, elles sont mises à l'écart, elles se mettent à l'écart aussi des moments de sociabilité qui sont essentiels en fait pour la constitution de la culture professionnelle et pour la poursuite du travail. Donc, enfin, pour la poursuite des carrières en fait. Je passe tout de suite à la conclusion. Donc, au final, les femmes sont bien présentes, hein, relativement nombreuses, mais elles restent une anomalie dans un milieu d'hommes. C'est une représentation partagée à la fois par les hommes et par les femmes. La situation de ces femmes-là est vécue comme étant moins dangereuse que prévu, puisque le milieu du jeu vidéo est considéré comme dangereux, peuplé de pervers, peuplé d'hommes en fait, déviants et agressifs. Et au final, elles se retrouvent dans des entreprises où elles sont avec des gens qui ne correspondent pas non plus à ces stéréotypes masculins. Mais en fait, elles continuent d'exprimer une certaine souffrance liée donc à la fois à un environnement dont je n'ai pas eu le temps de parler, un environnement de représentation érotisée, d'inégalités hiérarchiques importantes, et puis aussi une vraie difficulté à s'insérer dans les réseaux de sociabilité et dans les réseaux professionnels. Donc, ce qui m'a intéressé ici, c'était la façon dont leurs collègues masculins construisaient en fait une continuité avec la tradition coréenne, alors que on est dans une culture industrielle du jeu vidéo relativement récente et très très influencée par l'Occident. Le recours à la tradition, c'est en anthropologie un ressort classique de légitimation en fait des inégalités. Donc je termine juste en disant que ces femmes sont donc considérées comme des éternelles invitées, précaires, toujours jeunes, puisqu'elles disparaissent en fait au bout d'un moment. Leur présence est étonnante, elle peut s'avérer agréable et amusante, mais dans tous les cas, plutôt que des vrais collègues, elles restent des filles invitées temporairement chez les concepteurs de jeux vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Excusez-moi d'avoir un petit peu dépassé mon temps de parole.